Bonjour, bienvenue à Planète Terre. Les États-Unis ont annoncé récemment leur intention de se doter de nouveaux types de missiles nucléaires. L'objectif est de se préparer au pire, dit-on à Washington, en faisant allusion, bien sûr, à la Russie, aussi à la Chine. Mais même s'il s'agit de mini-bombes à la portée limitée, il n'en demeure pas moins que l'annonce soulève bien des inquiétudes. Nos invités pour en parler aujourd'hui en studio, d'abord Yann Brault, qui est chargé de cours au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie et il se spécialise dans la politique étrangère de la Russie et des États de l'ex-Union soviétique, ainsi que Michel Fortman, qui est professeur honoraire au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheur au Cerium. Et vous vous spécialisez dans les politiques de défense, le contrôle des armements et la stratégie nucléaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, M. Fortman, avant d'entrer dans le vif du sujet, afin de bien comprendre de quoi on parle, de quel type d'armes exactement les États-Unis veulent maintenant se doter? Disons que d'abord, ce ne sont pas des nouvelles armes. Il s'agit simplement d'un type d'armes nucléaires, d'une part, en fait, d'explosifs nucléaires de basse puissance, donc environ de 5 kilotonnes, pour vous dire ce que ça signifie. C'est 5000 tonnes d'explosifs conventionnels. Donc, beaucoup plus petit que la bombe d'Hiroshima. C'est le tiers de la puissance de la bombe d'Hiroshima environ. Et l'idée, c'est de pouvoir se servir de ces armes-là, disons, sur un théâtre d'opération, par exemple contre l'Iran, contre la Corée du Nord. Donc, sans nécessairement, et ça c'est l'idée, risquer l'escalade, quoi que ce soit purement théorique comme hypothèse. L'autre, en fait, ce sont simplement des lanceurs, des missiles qu'on appelle des missiles de croisière, montés sur sous-marins. Là aussi, il n'y a rien de nouveau. Mais qui pourraient donner une certaine flexibilité, sur lesquelles on pourrait monter ces mini-nukes ou ces têtes nucléaires plus petites, donc, et qu'on peut à ce moment-là déployer un peu à volonté, par exemple là aussi dans le cadre de la Corée du Nord. Donc rien de nouveau. Rien de nouveau dans le sens que ce sont des armes qui existent déjà, mais ce seraient des armes supplémentaires. Disons que le dernier, ce qu'on appelle le document de politique nucléaire, celui d'Obama de 2010, justement faisait quelques pas de recul face à ces armes-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas montrer qu'on est prêt à utiliser l'arme nucléaire, même à bas niveau. Là, on va plus loin, c'est-à-dire on cherche à donner au président américain des options de frappe qui soient utilisables, entre guillemets. Alors justement, est-ce que cette annonce-là n'est pas en quelque sorte le début d'une nouvelle course à l'armement? Il faut être deux pour une course aux armements. Donc, il faudrait demander à la Russie si elle est prête à se lancer là-dedans. Monsieur Brault, est-ce que la Russie va renchérir? Elle le fait déjà un peu, c'est-à-dire qu'elle a déployé des missiles à courte portée dans l'enclave de Kaliningrad, maintenant dans la péninsule de Crimée, ce que Washington estime être en contravention du traité sur les forces intermédiaires qui avait été signé à l'époque de Gorbatchev en 1987. Mais ce qui est inquiétant du point de vue russe, c'est que ces nouvelles armes-là, qui peuvent être utilisées, par exemple, pour détruire un bunker qui est enfoui très profondément, facilitent un peu la capacité de briser le tabou de l'utilisation de l'arme nucléaire. Depuis 1945, on ne l'a jamais fait, alors qu'avec ce type d'armes-là, on pourrait plus facilement transgresser ce tabou-là puis se diriger vers un scénario d'escalade. Donc, vous voulez dire que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait utiliser une arme nucléaire dans un conflit armé. Oui, c'est pas nouveau encore, là. Je pense que M. Forman l'a bien dit. Ça fait longtemps qu'on investit dans la recherche et le développement de ce type d'armes-là. Mais avec un objectif plutôt dissuasif, non? Bien, on est toujours dans une logique dissuasive quand on parle d'armement nucléaire. Par contre, les engagements qui avaient été conclus à l'époque de Brejnev, au début des années 80, où dans les politiques officielles de défense, on affirmait ne refuser d'utiliser ces armes-là. Alors ça a tombé. Dans les années 90, la première doctrine militaire, adoptée en 93, éliminait cet engagement-là, ne pas être le premier à utiliser l'arme nucléaire. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la nouvelle posture nucléaire américaine. Mais est-ce qu'on a... Oui, allez-y. Je pense qu'il faut aussi voir le contexte. C'est-à-dire qu'actuellement, à la fois la Russie et les États-Unis sont en passe de reconstruire leur arsenal nucléaire
nucléaire. C'est-à-dire que, c'est évidemment, nous nous trouvons dans une situation qui est tout à fait différente de celle de la guerre froide. Ni les États-Unis ni la Russie n'ont besoin des énormes arsenaux. Imaginez-vous qu'on avait jusqu'à 30 000 armes nucléaires, donc c'est quoi faire péter la planète, je sais pas combien. Oui, c'est ça. Et là, nous avons diminué quand même ces arsenaux de plus de moitié. En fait, il reste 6 500 stockés, 1 500 en opération. Chaque pays, chaque État a environ 5 000 à 6 000 armes nucléaires, dont 1 500 qui sont déployées sous les termes de ce qu'on appelle le nouveau traité START donc 2010-2011. Et donc, les deux États sont en train de renouveler leur arsenal et à des sommes, ils dépensent des sommes énormes. Les États-Unis vont dépenser 1 200 milliards de dollars. Imaginez-vous ça, donc 400 milliards par 10 ans pour les 30 années qui viennent, pour renouveler au complet. Alors, les Russes essayent de faire pareil, bien qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant. Et les Russes aussi doivent rénover à la fois leur armée conventionnelle et aussi leur arsenal. Mais est-ce que tout ça respecte les différents traités qui portent sur le nucléaire auxquels, auxquels tous les pays du monde ou presque sont adhérents? Ici, il faut distinguer les armes stratégiques. On parle ici des missiles à longue portée qui sont couverts par le New START dont on vient de faire mention, et les missiles à courte et à moyenne portée. Alors, le risque d'escalade auquel on assiste ne concerne pas les grands systèmes de lancement. On parle des mini-bombes qui sont envoyées sur des missiles de croisière qui circulent à une basse altitude, qui sont beaucoup plus difficilement attaquables par les boucliers de défense antimissiles. Mais qui sont quand même une arme nucléaire. Mais qui sont quand même une arme nucléaire, effectivement. À laquelle un pays pourrait décider de répondre par une arme nucléaire plus grosse. Absolument. Mais pour revenir à votre question, effectivement, jusqu'à présent, les traités sont grosso modo respectés. Et les plus importants donc, sont le nouveau START qui contrôle, disons, le niveau des armes, ce qu'on appelle stratégiques, c'est-à-dire qui ont une portée de plus de 10 000 km. On appelle aussi des armes intercontinentales en tant que telles. Donc là, les plafonds ont été fixés à 1 500 armes nucléaires, ce qui est déjà, encore une fois, 4 ou 7 fois suffisant pour faire sauter la planète, mais quand même c'est remarquablement plus bas que ce qui a été, donc c'est plutôt rassurant. L'autre traité important, c'est celui de 87 qui s'appelle les forces nucléaires intermédiaires, ou INF, Intermediate Nuclear Forces, qui éliminait plusieurs catégories d'armes nucléaires de l'Europe. Okay, donc, c'est les armes dont la portée allait de 500 km jusqu'à 5000 km. Okay, tout cela ont été complètement éliminés. Actuellement, il y a une discussion à savoir est-ce que les Russes sont en train de tricher. Bon, d'abord et avant tout, je pense que c'est un argument qui est politique. Oui, les Russes testent un nouveau missile de croisière. Est-ce que c'est vraiment de la triche ? Disons que ça n'améliore pas nécessairement les relations stratégiques entre les deux États. Et finalement, il y a le traité antimissile, donc ABM, de 1972. Alors, je voulais y venir, celui-là. Oui, okay. dont George W. Bush s'est retiré en 2002. Alors, est-ce que c'était pas là la première brèche? Ça a été une brèche assez grave d'un point de vue russe, au moment même où les Américains lançaient une perche pour développer un nouveau partenariat stratégique dans la lutte au terrorisme. George Bush annonce le retrait unilatéral du traité ABM signé en 1972 et le déploiement des composantes du bouclier de défense antimissile, d'un point de vue russe, contreviennent même à ce traité sur les forces conventionnelles parce que les bases de lancement des missiles intercepteurs pourraient être utilisées pour lancer des missiles de croisière. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que certains se sont beaucoup inquiétés de l'annonce des États-Unis? Est-ce qu'on a raison de s'émouvoir de cette décision-là ou ça change à peu près rien au contexte actuel qui prévalait déjà? Ça ne change pas grand-chose, à mon avis, au contexte actuel, mais le contexte actuel est suffisamment inquiétant comme ça, et ça depuis plusieurs années. Bien sûr, les Russes ont dénoncé le caractère belliqueux de cette nouvelle posture nucléaire, mais ça fait 10 ans que Poutine va sur les tribunes pour dénoncer le caractère belliqueux de la politique étrangère américaine. Donc, de ce point de vue-là, on n'assiste pas avec Trump à un retournement majeur. Mais le déséquilibre des budgets de défense militaire, lui, est extrêmement inquiétant d'un point de vue russe. On parle d'un réinvestissement
investissement massif aux États-Unis. Bien sûr, il y a eu un investissement important en Russie au cours des 15 dernières années, mais dans des proportions qui sont de 1 pour 10 en termes de budget de défense. On a beaucoup parlé de la relation entre la Russie et les États-Unis avec l'élection à la Maison-Blanche de Donald Trump, l'ingérence russe dans le processus électoral. Mais si on fait un peu abstraction de tout ce bruit-là, sur le fond, quelle est l'évolution des relations entre la Russie et les États-Unis depuis la fin depuis la chute du rideau de fer? Bien, je vous dirais que sur le long terme, bien entendu, il y a une dégradation des relations qui semble être la tendance lourde, mais il faut se rappeler que ce n'est pas une dégradation qui suit une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles les Russes ont tendu des perches pour la construction d'un partenariat. On se rappelle la suite des attentats du 11 septembre, une volonté marquée de Poutine de recréer un partenariat stratégique. On se rappelle aussi des accords russo-américains de 2012 pour le désarmement chimique en Russie. Donc, les Russes ont toujours demeurer ouverts à une collaboration avec l'Occident. Ce qui les rend très, très frustrés, c'est le caractère asymétrique de leur relation, la façon dont ils sont traités d'une façon condescendante, parfois méprisante. C'est comme ça qu'on voit les choses, Et tant et aussi longtemps qu'on n'établira pas des règles du jeu qui sont mutuellement négociées, convenables aux deux parties, la tendance lourde qui s'observe vers une dégradation des rapports est appelée, je pense, à se poursuivre, malheureusement. Vous allez ajouter quelque chose, M. Fortman? Je pense que la période des années 90, où finalement ça allait le mieux entre les États-Unis et la Russie, sont aussi une période d'humiliation, perçue comme une période d'humiliation pour les Russes. Vous avez toute une série aussi de décisions qui ont été prises par les Américains, que ce soit l'élargissement de l'OTAN, par intempestif de l'OTAN. Ce n'était pas une nécessité, je pense. Le retrait du traité ABM, qui, à mon avis, du point de vue américain était une erreur, ça aurait très bien pu quelque chose qui aurait pu être discuté et on aurait pu aboutir finalement à une certaine coopération. Donc la responsabilité américaine est quand même assez lourde de ce point de vue-là. Donc, en conclusion, aujourd'hui, en 2018, quel est le risque réel qu'un pays quelconque utilise l'arme nucléaire? Mais évaluer le risque, c'est aussi difficile qu'évaluer la psychologie des leaders, Donald Trump, Poutine, Xi Jinping. Comment est-ce qu'on va réagir à la perspective d'une frappe américaine en Corée du Nord? On ne peut que spéculer sur le facteur de risque. Si je peux me permettre, Yann a mentionné un élément qui est important, c'est ce qu'on appelle le tabou nucléaire. C'est-à-dire donc cette tradition forgée au travers 40 ans, 50 ans de guerre froide, mais qui demeure solide que jamais un homme d'État ou un gouvernement n'utilisera l'arme nucléaire. Tant que ce tabou n'est pas brisé, je pense qu'il y aura très peu de risques que ce soit M. Trump ou que M. Poutine presse sur le bouton. Mais évidemment, un accident est toujours possible. Par oui ou par non, on ne se dirige pas vers une nouvelle guerre froide, mais est-ce qu'on y est un peu, en quelque sorte, déjà? Tout dépend de la façon dont on entend la guerre froide. On n'est pas dans un conflit idéologique où l'autre est une puissance antagoniste, mais on est dans un climat qui est peut-être plus dangereux dans la mesure où les règles du jeu ne sont pas claires, ne sont pas établies. Nous sommes dans une période instable et dangereuse. Je vous remercie, Michel Fortman. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Montréal, chercheur au Cérium. Yann Brault, chargé de cours en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir.